le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de start-up inspirants dans des lieux inspirants. Ils viennent nous parler de leurs projets impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Oui, je suis devant l'un des lieux scientifiques les plus touristiques de Toulouse. J'ai nommé la Cité de l'Espace. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'ODD 11 de l'ONU, Ville et Communauté Durable. J'ai rendez-vous avec Jean-Christophe Mifsud, il est CEO de la start-up Elona, pour comprendre comment sa start-up est au cœur de cette thématique. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a donné rendez-vous ici. Il va bien sûr nous expliquer pourquoi. Bonjour. Désolé, je suis un peu en retard. Non, pas de souci. Super. Je vois que vous êtes équipés. Et ouais. Bon, super. Alors, Jean-Christophe, nous voilà installés. On est au pied de la fusée. C'est Ariane 5, je crois, non ? C'est cela. Ouais. Donc, c'est un site que vous connaissez bien parce que vous avez installé un de vos capteurs. Alors, on va parler de tout ça. Avant ça, peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que tout le monde vous connaisse un peu mieux et présenter Elona ? Bien sûr. Moi, je suis chimiste de formation et plutôt neurochimiste même. Et depuis une trentaine d'années, je me passionne pour les sens humains, de façon à pouvoir les mesurer. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir développer avec nos équipes un nez électronique, des langues électroniques, de la peau électronique. Et donc, dans le contexte du changement climatique qui est le nôtre et de l'urgence environnementale, que ça soit en environnement intérieur ou en environnement extérieur, eh bien, Elona va développer des systèmes de mesures qui vont permettre, par l'intermédiaire d'objets connectés, de comprendre ce qui se passe. Et on va donc mesurer des gaz, des particules, de la vibration, de la lumière. Et comment vous faites pour mesurer ça, justement ? Alors, je vais vous amener un petit objet collecté. Ah donc, oui. C'est effectivement... Un petit poitier blanc. C'est un petit poitier qui fait une 10 sur 10 sur 10. Il est tout petit, et qui va... Bien sûr, c'est tout petit. C'est tout petit et ça va pouvoir s'accrocher au plafond, se mettre sur les bureaux, sur l'éclairage urbain, tous les mobiliers urbains, les abribus, etc. De façon à pouvoir, encore une fois, mesurer tous ces paramètres. Mais Elona est vraiment né de deux constats. Le premier, c'est que l'on ne peut améliorer que si l'on peut mesurer. Et donc, on fournit ces mesures. Et le deuxième constat, c'est que il nous faut fournir de la donnée actionnante, c'est-à-dire une capacité d'agir. Et donc, c'est ce que l'on fait. On va mesurer non seulement les gaz, mais aussi les odeurs, non seulement les particules, mais aussi les allergènes, non seulement le bruit, mais aussi les sons, de façon à comprendre ce qui se passe et de pouvoir agir sur l'environnement. Très bien. Mais alors, du coup, on imagine très important de recueillir toutes ces données, mais une fois qu'on les a, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ces données sont créées par des réseaux de capteurs. Ouais. Donc, par exemple, ici, sur la Cité de l'Espace, il y en a une vingtaine, sur la Halograin, au Mirail, sur toute la Cité des Géants. Ces données vont remonter dans le nuage, dans le cloud, où on va pouvoir avoir une analyse en temps réel et ainsi d'agir sur la filtration de l'air à l'intérieur des bâtiments, agir sur l'éclairage public ou sur les panneaux de signalisation en fonction de la pollution, sur les abribus pour nettoyer en temps réel quand on sent des insalubrités. L'objectif est de pouvoir se connecter avec des systèmes de remédiation en temps réel et donc d'agir effectivement sur la santé publique, sur l'efficacité des processus. C'est notre métier. Donc on a parlé de la récolte, on a parlé un petit peu de l'exploitation. Qu'en est-il de la conservation des données ? Alors, c'est un grand sujet, bien sûr, puisque toutes les problématiques de RGPD, de cybersécurité sont autour de ce que l'on fait, effectivement. Nous avons des serveurs sécurisés, mais bien sûr, nous gardons toute la confidentialité autour des données, des individus, bien sûr, des processus, et tout est entouré par un certain nombre de sécurités sur les serveurs que l'on utilise, bien sûr. Et ça fait combien de temps aujourd'hui que Elona s'est spécialisée dans ces sens digitaux, si je puis dire ? Alors, en ce qui me concerne, ça va faire maintenant une trentaine d'années, comme vous pouvez le voir à la couleur de mes cheveux. Mais Elona, ça a été créé en 2017, donc ça va faire 5 ans. Effectivement, nous construisons des banques de données de son, ce qui va nous permettre de déterminer quand on a 100 décibels sur la place Esquirol, est-ce que c'est une Harley-Davidson, un marteau-piqueur, un accident de voiture ou un coup
coup de feu. La remédiation va pas du tout être la même. Et donc cette intelligence du signal, effectivement, nous le développons sur les sons, on le développe sur les odeurs, avec aujourd'hui 400 odeurs, près d'une centaine de détergents. On va donc vous dire si vos toilettes ont été bien nettoyées avec Monsieur Propre et toute une série d'insalubrités, de cris d'appel à l'aide, de gémissements. Donc on contextualise toutes les anomalies et les dysfonctionnements grâce à ces banques de données, de façon à pouvoir agir en temps réel. D'accord. Et quand vous dites agir, par exemple, que peut-on faire avec un bébé qui crie? Enfin, vous voyez des bruits Alors, ambiants. il y a deux types de remédiation, effectivement. Il y a la remédiation qui va passer par une action manuelle. Donc, on va appeler une équipe de nettoyage, on va appeler une équipe de sécurité s'il y a une altercation. Voilà, donc on va pouvoir agir soit manuellement, soit en automatique en fonction des processus présents. Et pour la Cité de l'Espace où nous sommes aujourd'hui, est-ce que vous avez un exemple de projet abouti grâce au capteur d'Elona? Alors, la Cité de l'Espace et tout bâtiment public sont conscients aujourd'hui des problématiques de salubrité chimique et de salubrité virale. Et donc, la nécessité aujourd'hui de contrôler, de mesurer la qualité de l'air en temps réel est une des priorités, notamment de la Cité de l'Espace qui reçoit énormément de public. Et effectivement, nous mesurons les gaz, les odeurs, les particules, les allergènes, le bruit, le niveau de lumière, de façon à pouvoir aider la Cité de l'Espace ou les autres bâtiments publics à mieux opérer, à réduire aussi leur empreinte énergétique. Pas besoin de ventiler s'il y a moins de personnes. Nous aidons à court terme et nous aidons à moyen terme sur la santé. Et dites-moi, comment vous lui apprenez à votre capteur à connaître? Alors, en fait, c'est un bébé qui vient de naître. Okay. Il a un nez, il a des yeux, il a des oreilles, il a une intelligence, mais il n'a pas de banque de données. Et donc, on va être un peu les parents, lui disant, ça c'est de la vanille, ça c'est de la fraise, ça c'est de la banane. Donc, on va éduquer le système. Alors, un certain nombre d'odeurs ou de sons ont été déjà préappris, mais il y a un certain nombre de bruits ou d'odeurs que l'on ne va pas être capable de reconnaître parce qu'il l'a pas appris. Et donc on va mettre ces systèmes dans l'ambiance et le système va apprendre. On va donc lui déclarer, par exemple chez un grand embouteilleur, que c'est le cliquetis des canettes sur le tapis roulant jusqu'à ce qu'il y ait une canette qui tombe et il y en a un gros crutch. Et donc on va lui apprendre le crutch. Donc tous ces éléments-là que l'on ne connaissait pas en préalable vont être entraînés sur site par l'utilisateur. Et donc l'intelligence va permettre de construire des banques de données spécifiques de l'environnement qui est le nouveau sien. Et qui sont les parents, votre équipe, du coup, qui se cache derrière ces capteurs? Alors d'abord, on a une super équipe d'hommes et de femmes qui sont absolument remarquables par leur intelligence d'abord et leur expérience. Donc on a des spécialistes capteurs, on a de très bons électroniciens, on a beaucoup d'intelligence artificielle bien sûr, mais on a aussi au cœur, on a des spécialistes du sensoriel. C'est-à-dire cette capacité à, je dirais, contextualiser par l'intermédiaire des sens que les hommes et les femmes que nous sommes avons, de façon à appréhender la nourriture que l'on mange, le danger auquel on peut être exposé, le danger auquel nos enfants sont exposés, la fébrilité, enfin tous ces éléments qui nous permettent de décider. Eh bien, nous apprenons effectivement, on a une chambre de diffusion avec plein d'odeurs, on a une chambre pour les sons, donc ces gens du panel sensoriel vont venir qualifier, crédibiliser la donnée et ainsi apprendre au système à reconnaître ces sons et ces odeurs et les combiner de façon à pouvoir diagnostiquer l'événement et y remédier. Vous vous sentez à quel point et comment acteur de cet ODD 11? Alors, on est très très proche non seulement de l'approche ville durable, mais on est aussi très proche des autres éléments comme l'économie d'énergie, comme la santé publique. Et donc, on contribue effectivement à ces différents éléments. Une ville durable, c'est une ville qui va s'adapter à son usage. Aujourd'hui, les éléments de la ville, que ce soit les transports, que ce soit l'énergie, sur l'éclairage public, que ce soit les éléments de chauffage, sont fixes. Donc on va avoir l'éclairage de 6h15 à 21h, on va avoir un certain nombre de transports qui va plus ou moins réagir, quelle que soit son utilité et le nombre de passagers. Eh bien, nous, ce que nous proposons, c'est cette capacité de mesure en temps réel qui va faire que la ville va permettre de s'adapter à son usage et donc ainsi réduire son empreinte énergétique, réduire donc son empreinte carbone et donc la pollution associée et fournir ainsi aux habitants, aux citoyens qui y vivent un environnement plus sain. C'est ça que la ville durable. Et donc, que ça soit pour un open space ou un centre de travail ou effectivement une ville, les éléments court terme, énergie et coûts associés, et les éléments moyen terme, santé et engagement du citoyen dans son environnement, voilà les deux éléments sur lesquels on joue. Jean-Christophe, je vous propose maintenant d'écouter un autre acteur local qui, comme vous, est engagé dans l'ODD 11. Notre reporter Gianni nous emmène à la découverte d'Isidore.
Gaël, tu le sais, et vous allez le découvrir. Donner une seconde vie aux meubles d'occasion, c'est tout l'objectif de la start-up et plateforme Isidore. Alors pour tout connaître de ce vintage du mobilier, j'ai rendez-vous avec Manon, cofondatrice d'Isidore. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, quand et comment est né ce joli bébé qui est Isidore ? Alors Isidore est né en 2018 et notre idée c'est vraiment de simplifier l'achat-revente de mobilier, déco et électroménager de seconde main. Il y a des plateformes très généralistes qui existent. Nous on a voulu se spécifier en offrant tout un lot de services comme la livraison, l'authentification de ces produits-là pour pouvoir acheter en toute sérénité. Et concrètement maintenant, comment cela fonctionne ? Alors c'est très simple, on crée une annonce des produits qu'on souhaite vendre, donc on indique différentes informations, nous on accompagne les vendeurs sur la suggestion du prix. Le produit peut être authentifié s'il fait partie d'une de nos marques partenaires et ensuite le tour est joué, le produit est en ligne et n'importe qui partout en France peut l'acheter puisque on a un système de livraison aussi qui est associé. Et maintenant on imagine, j'ai mis un meuble vinyle sur la plateforme mais il ne se vend pas, que se passe-t-il ? Alors si votre buffet ne se vend pas, nous ce qu'on propose aussi du coup c'est de proposer une alternative, donc à savoir on est branché avec des plateformes de dons comme GIF par exemple et on propose justement de mettre votre buffet sur une de ces plateformes de dons. Et maintenant avec la loi anti-gaspillage, la loi AGEC, c'est toute la République qui est engagée dans cette lutte. Et j'imagine que ça a boosté vos ambitions aussi. Complètement. En fait cette loi elle est très bien pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle oblige le revendeur à récupérer l'ancien produit de son client quand il est en train de se rééquiper pour le recycler, donc pour le mettre à la déchetterie ou autre. Nous, ce qu'on propose du coup à ces enseignes d'ameublement, c'est plutôt de le recycler, privilégier le réemploi, à savoir la revente ou le don. Et donc du coup, ça a été le premier palier, la première étape pour accompagner les marques d'ameublement dans la seconde vie de leurs produits. Dites-moi Manon, quels sont vos projets pour Isidore dans les prochains mois ? Alors nous, les projets pour les prochains mois, c'est vraiment d'accompagner tous les acteurs de la maison vers les nouveaux business de l'économie circulaire. Donc leur proposer une interface pro qui va leur permettre de reprendre la main sur leurs produits de seconde main en créant leur boutique seconde vie. Donc voilà, on est déjà en partenariat avec 5 jolies marques et on discute encore avec plein de nouvelles. Et voilà, Isidore est donc encore une fois un bel exemple d'économie circulaire pour favoriser encore plus la durabilité des produits. Merci Manon. Merci. Et nous on retrouve Gaël, toujours avec Jean-Christophe Mifsud de la start-up Elona. Alors on vient d'entendre donc Isidore. La French Tech Toulouse compte dans son écosystème une 50aine de startups qui répondent à cet ODD 11. Que diriez-vous, vous, de l'écosystème de l'innovation toulousain autour de cette ville durable ? D'abord, Toulouse est un magnifique environnement par son contexte académique, universitaire, de recherche en intelligence artificielle, de recherche autour des capteurs, avec le LAST notamment, ou l'IRIT sur l'intelligence. Mais il y a aussi, effectivement, au niveau de la région, une vraie compréhension que les startups d'aujourd'hui seront effectivement les vecteurs de demain, d'un point de vue industriel et d'un point de vue croissance. Et nous sommes extrêmement accompagnés par ADOC, par la région, non seulement en termes de support financier, mais aussi en termes d'accompagnement structuré. Notamment, par exemple, par l'intermédiaire d'une manifestation Occitanie Invest qui a eu lieu il y a quelques semaines, où on a regroupé un certain nombre de startups qui cherchaient des fonds complémentaires pour accélérer leur développement en termes de recherche et commerciaux. Et cela a été extrêmement bien organisé et extrêmement porteur. La région, effectivement, nous apporte ce guide, ce garde-fou, cette capacité financière et de conseil que l'on peut retrouver sur très peu de régions en France. Et il vous accompagne dès le début, depuis que vous avez lancé ce système. Depuis que nous sommes nés, effectivement, oui. Il y a 4 ans. Et aujourd'hui, depuis ce lancement d'Elona il y a 4 ans, ça donne quoi justement la start-up en chiffres ? Alors, en chiffres, aujourd'hui, nous sommes sur 3,5 millions pour l'année en cours, avec une quarantaine de collaborateurs. Nous faisons plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, notamment en Asie. D'accord. On est très présent par l'intermédiaire d'une vingtaine d'intégrateurs, et non des moindres, des gens comme Hitachi, comme Elior pour les environnements intérieurs, comme Bouygues pour la construction, donc des partenaires extrêmement, importants pour nous. Nous avons eu la chance d'avoir accès à près de 14 millions de fonds, notamment 9 millions en equity et 5 millions en non dilutif, dont une partie par l'intermédiaire de la BPI et l'autre partie par l'intermédiaire de la région. Donc voilà un peu en chiffres notre maison. Et comment ça se passe au niveau de la concurrence ? Vous vous situez où ?
Aujourd'hui, dans le domaine des objets connectés, il y a énormément de concurrents qui mettent des capteurs un peu partout. Donc, je dirais, il y a à peu près une 50aine de concurrents au niveau mondial. Par contre, je dirais, l'avance technologique que nous avons, elle est extrêmement forte à 2 niveaux. Le premier, c'est que on est capable de fournir une identification de la situation, de l'anomalie, par l'intermédiaire de nos banques de données. Deuxièmement, nous sommes les seuls à fournir des données sensorielles. Donc aujourd'hui, on est tout seul au niveau odeur, tout seul au niveau allergène, et ça vient d'être validé au niveau européen, notamment pour la silice alvéolaire, qui est cette poussière générée par les chantiers et qui viennent pénétrer de façon extrêmement profonde les poumons des compagnons. Et enfin, nous sommes à peu près une demi-douzaine d'acteurs au niveau des sons, au niveau mondial, notamment avec des startups israéliennes ou américaines. Et si vous repreniez votre deck, votre modèle des débuts de projet, vous diriez que la feuille de route a été suivie ? Absolument pas. Ça, c'est franc. Je crois que l'apanage d'une start-up, c'est de se réinventer au quotidien. C'est de se réinventer parce que on est sur, la ligne de front technologique de ce qui se développe de mieux. Et effectivement, un nouveau brevet, une nouvelle publication, une nouvelle technologie fait que les choses deviennent différentes. Si on veut rester disruptif, il faut en permanence avancer. Et donc les changements sont permanents. Les changements en termes commerciaux, il peut y avoir des territoires qui démarrent beaucoup moins vite qu'on ne le pensait, comme par exemple les États-Unis, alors que nous avons fondé une filiale sur place, alors que l'Asie a démarré extrêmement rapidement. Le domaine de la construction n'était pas dans notre écran radar initialement et c'est l'un des moteurs aujourd'hui de notre croissance. Donc effectivement, savoir s'adapter, savoir changer son business plan, savoir chercher des fonds là où il le faut, c'est une nécessité permanente pour la start-up. Donc il faut s'adapter. C'est quoi l'avenir pour Elona ? C'est quoi vos grands challenges à venir ? D'abord, continuer à être sur cette ligne de front technologique, ce qui est un vrai challenge. C'est extrêmement difficile. Les sens humains aujourd'hui sont réellement centraux dans les recherches des plus grands, des Google, des Amazon. Comprendre comment les hommes et les femmes aujourd'hui font leurs choix, appréhendent leur environnement, sont vraiment au centre. Et j'ai eu la chance de pouvoir donner une conférence chez Google X il y a quelques semaines où intelligence artificielle et perceptions humaines sont au centre de leur intérêt. D'avoir Google qui court à côté de vous, c'est extrêmement motivant, mais c'est aussi extrêmement inquiétant. Donc notre ambition, c'est de construire des banques de données de perceptions humaines dans un contexte industriel, bien sûr, et d'essayer de battre l'écran. Une très très belle ambition, effectivement. Vous auriez peut-être des conseils pour des personnes qui ont envie, comme vous, de se lancer dans une start-up actrice d'une ville durable ? De se lancer pour une ville durable, je dirais bien sûr, se lancer absolument, parce que c'est une vie passionnante. C'est des nuits parfois pas très simples à gérer, mais c'est une vie passionnante. Et donc oui, se lancer. Pour la ville durable, j'aurais un bémol, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le business model autour des villes n'est encore pas complètement implanté. Donc, lever beaucoup d'argent de façon à pouvoir survivre, ce gap mortel qui existe entre l'idée et la matérialisation. Et les villes étant contextualisées par des appels d'offres publics, etc., il faut avoir le temps. Ouais. Voilà. Avant de se quitter, dans 10, je ne sais pas si vous le savez, mais on parle du coup de 10 objectifs de développement durable fixés par l'ONU avec 10 startups, mais 10 sur les terrains de foot, sur les terrains de rugby. D'accord. Ce sont également les meneurs de jeu. Alors, question toute simple. Quel numéro 10, sportif, acteur, scientifique, vous inspire le plus ? Celui qui m'inspire le plus, c'est clairement Lord Kelvin. Lord Kelvin est celui qui a compris dans la démarche, scientifique lancée par Auguste Comte au début du 19e, que la mesure est essentielle. Et je me suis aperçu, quand j'étais tout jeune et que je me suis attaqué aux problématiques des sens humains, qu'ils étaient essentiels et complètement galvaudés. Je vais vous prendre un exemple un peu ragoûtant. Mon grand-père goûtait les urines. Il était médecin et effectivement, une urine sucrée, c'était un diabétique, une urine salée, un problème rénaux, etc. D'ailleurs, Hippocrate recommandait de goûter les urines. Toute la médecine ayurvédique et traditionnelle chinoise sans les urines, sans les haleines, etc. En fait, on a galvaudé nos sens. Aujourd'hui, on se repose sur toute une série de mesures, très cartésiennes. Mais en fait, les sens humains sont
magnifiques et permettent à chacun d'entre nous de vivre au quotidien. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, Lord Kelvin a dit que l'on ne pouvait améliorer que ce que l'on pouvait mesurer. Et donc, mesurer l'essence pour pouvoir améliorer notre adhésion, encore une fois, les hommes et les femmes que nous sommes au monde qui est le nôtre, notre santé, eh bien, c'est ce qui a dirigé tout mon travail depuis 20 ans. Voilà. Donc, merci Lord Kelvin. Ah, eh bien, merci à lui et merci beaucoup à vous, Jean-Christophe. Je vous en prie, merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et rendez-vous le 10 du mois prochain. À bientôt. 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse.